Faut-il interdire les signes religieux dans les structures accueillant les enfants? C'est la question posée par le litige qui oppose la direction d'une crèche à une ancienne salariée. Le Conseil des prud'hommes de Mantes-la-Jolie estime que son licenciement n'a pas été abusif. Elle n'avait pas à porter le voile dans une crèche privée. C'est une victoire pour les principes de la laïcité, pour le vivre ensemble, pour la neutralité religieuse que toute entreprise pourra donc imposer à compter. Toujours, il y a cette affaire de la crèche Babylou et la Cour de cassation qui annule le licenciement d'une employée. Ça marque un jour qui ne sera pas de gloire pour la laïcité, pour la neutralité. J'ai fait de Babylou un véritable combat pour la laïcité. Depuis le début, je me dis, mais est-ce fautif que de montrer par un signe, quel qu'il soit, que l'on est de telle ou telle confession religieuse? En soi, est-ce fautif? Et pour ma part, j'ai la conviction que non, c'est pas fautif. À la lecture, en réalité, de son rapport, je peux vous assurer que j'avais les tripes qui étaient arrachées, voilà, parce que c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est on est dans un contexte où, systématiquement, on va mettre à l'index les musulmans de manière générale, et les femmes, celles qui portent le foulard en particulier. Et puis, décision juridique après décision juridique, on va essayer de trouver des moyens, des subterfuges, pour mettre ces femmes à l'écart, pour les bannir de la société. Et quand les juges, quand les tribunaux et quand les pouvoirs publics rendent un avis différent de ça, eh bien ça ne plaît pas à la classe politique. En sortant quelques secondes de mes fonctions, je veux vous dire combien je regrette la décision de la Cour de cassation aujourd'hui sur la crèche Babylou et sur cette mise en cause de la laïcité. On est dans un contexte où la Cour de cassation a rendu un avis favorable à une victime qui avait été discriminée, qui avait été licenciée injustement. Et au lieu de saluer le bon fonctionnement de la loi, eh bien un certain nombre de personnalités politiques, un certain nombre d'idéologues ont outrepassé leurs droits, sont sortis de leurs réserves pour réclamer une loi qui viendrait changer l'état de droit et mettre à l'index une fois de plus ces femmes-là. La Cour de cassation vient de rendre une décision, normalement on n'a pas à la commenter, eh bien je la commente. Alors vous la commentez. Cette décision aujourd'hui porte un coup à la laïcité. C'est un principe intangible avec lequel il ne faut pas transiger. Donc on est en train d'examiner la décision de la Cour de cassation, mais... Et de modifier la loi pour venir servir leur petit agenda idéologique dans leur espèce d'entre-soi politique. On a une institution, malheureusement, qui s'appelle le HCI, et qui va systématiquement faire des recommandations qui vont dans ce sens-là, qui vont systématiquement venir pointer du doigt les femmes musulmanes qui portent un foulard et essayer de les exclure de toute participation à la société sur le prétexte du vivre ensemble. Donc on essaie de comprendre cette idée du vivre ensemble où il faut vivre séparés. Ensuite, il y a des personnalités, soit politiques, soit médiatiques. On a Elisabeth Badinter, qui a construit une vision complètement dévoyée du féminisme, spécifiquement contre les femmes musulmanes. On a Manuel Valls, qui, sous couvert de mener une politique de sécurité, eh bien, vise, encore une fois, les musulmans, et il est dans la directe continuité par rapport à ses prédécesseurs, que ce soit Brice Hortefeux ou Claude Guéant. Donc en fait, c'est un homme politique dit de gauche qui mène une politique de droite, voire d'extrême droite quand il s'agit des musulmans. Puis on a des personnalités médiatiques comme Elisabeth Lévy, Caroline Fourest, Jeannette Bougra. Présente quelques-unes à l'audience de la Cour de cassation il y a quelques semaines, avec Elisabeth Badinter notamment. Si on ne se rend pas compte que ce voile total, c'est un étendard politique, prosélyte, je dirais même une espèce de vêtement communautariste, si on ne se rend pas compte de ça, alors on est à côté de la question. 15 ans de conflit, 15 ans de montée des tensions, une loi qui règle le problème. Les petites filles musulmanes restent à l'école, elles enlèvent le foulard à l'école, et ça se règle. Malheureusement, ces opinions-là, aussi extrêmes soient-elles, eh bien elles ont un impact dans l'opinion publique. D'accord ? Et on a vu dans les dernières années une résurgence d'opinions et d'actes islamophobes qui se légitiment par cette vision dévoyée de la laïcité, par cette vision du rejet de l'autre, sous couvert de vivre ensemble et de liberté des femmes. Alors déjà, on a commencé par identifier la situation, à savoir qu'il y a un nombre de personnalités politiques qui ont prétendu que l'idée d'une loi ferait consensus. On a eu d'abord des activistes, des idéologues, puis des personnalités politiques. Je parle de Manuel Valls, de Harlem Désir, Jean Glavany, Éric Ciotti, même François Fillon, et pour finalement terminer sur le président de la République lui-même,
qui se sentait dans une telle confiance qu'il annonçait dans une émission de télévision qu'il voulait aller potentiellement dans le sens d'une loi. Et la Cour de cassation a donc annulé le licenciement. Je pense que la loi doit intervenir. Le défenseur des droits, Dominique Baudis, a d'ailleurs saisi le Premier ministre sur cette nécessité. Et je demanderai donc au Premier ministre, avec le défenseur des droits, de réunir les groupes parlementaires pour qu'un texte puisse être voté, y compris avec une commission qui en définira les moyens. Donc nous, on est parti d'un postulat simple, c'est qu'on pense que dans la société française, cette opinion-là n'est pas majoritaire. On pense que tout le monde ne veut pas utiliser la laïcité pour en faire un outil d'exclusion. Et quand François Hollande parle de l'idée qu'une loi serait votée si elle fait consensus parmi les groupes parlementaires, eh bien nous, on a voulu montrer que justement cette loi ne fait pas consensus. Que cette opinion qui veut mettre à l'index les femmes musulmanes ne fait pas consensus. Et qu'il existe aujourd'hui en France de plus en plus de personnes qui pensent qu'on ne peut pas se servir de la laïcité, qu'on ne peut pas se servir du féminisme, qu'on ne peut pas se servir de la liberté d'expression pour exprimer une forme de racisme. On a commencé par lancer des mobilisations successives très spécifiques et très organisées. La première, elle a été en direction des députés et des élus en leur envoyant un courrier, en incitant les gens à écrire à leurs élus, à écrire à leurs maires, à écrire à leurs députés pour leur poser 2 questions. La première, c'est est-ce qu'ils sont favorables ou hostiles à cette proposition de loi dont on pense qu'elle va venir une fois de plus stigmatiser les musulmans. Numéro 2, puisque le problème majoritaire aujourd'hui en termes de racisme est l'islamophobie, est-ce qu'il serait favorable à l'idée d'une commission parlementaire pour prendre en compte le phénomène islamophobe et lutter efficacement contre ce racisme-là? Et on a vu que cette mobilisation auprès des députés a été reçue plutôt positivement. On a eu énormément de réponses, on avait proposé des courriers types aux gens, mais eux-mêmes s'en sont saisis et ont écrit leurs propres lettres. Et puis de plus en plus d'élus, toutes sensibilités confondues, qui nous disent « nous aussi on est conscient que trop c'est trop et que cette fois-ci, c'est vraiment la loi de trop ». Donc ça, c'était la première mobilisation. La deuxième, elle a été de réunir un certain nombre d'intellectuels, de personnalités, d'universitaires, afin qu'ils coécrivent un texte fort. Et ce texte, il a été publié dans Le Monde. Il s'appelle « Pas de laïcité sans liberté ». Vous remarquerez que Le Monde l'a réintitulé « Ne stigmatisons pas les musulmans ». C'est vraiment très réducteur, parce que notre posture, elle a une posture de principe beaucoup plus large, à savoir qu'au nom de la laïcité, on ne peut pas venir restreindre des libertés fondamentales. Et puis, on a vu que ce texte-là, il recevait énormément de soutien, donc on l'a ouvert à pétition. Et au moment où je vous parle, cette pétition, elle a atteint déjà 27 000 signatures, sans bénéficier de soutien médiatique, sans bénéficier de soutien de la part des gens du pouvoir ou des gens du gouvernement. Ça veut dire qu'il existe bel et bien aujourd'hui un front contre l'islamophobie. Et il y a une ligne de fracture véritablement qui est en train de se créer, non seulement dans les institutions françaises, mais également au sein des partis, je pense au parti de gauche et au parti socialiste, où de plus en plus d'élus, de plus en plus de militants, de plus en plus de cadres nous contactent et nous disent « trop c'est trop ». À l'intérieur même de mon parti, j'ai envie de faire entendre une autre voix, parce que l'opinion qui est exprimée, que ce soit par Harlem Désir, que ce soit par M. Mélenchon, que ce soit par Manuel Valls ou d'autres responsables politiques de premier plan, n'est pas en conformité avec l'opinion des militants, n'est pas en conformité avec les élus locaux qui chaque jour sont confrontés à cette réalité de terrain, à savoir l'explosion des cas d'islamophobie. Quand il y a de l'islamophobie, quand il y a du racisme vis-à-vis d'une communauté, c'est l'ensemble du pays qui est abîmé, c'est l'ensemble de la société qui est abîmé, parce qu'on nous monte les uns contre les autres, on nous divise pour mieux pouvoir faire passer des politiques qui sont hostiles, pour mieux venir sacrifier la santé, l'éducation, des questions de logement, des questions de sécurité, des questions de vivre ensemble. Et bien tout cela est sacrifié, pourquoi? Pour des intérêts politiques très circonscrits, ceux de quelques personnalités très restreintes. Donc aujourd'hui, le message que j'ai à adresser, il est un message très simple. Vis-à-vis des élus, vis-à-vis des responsables politiques, je dis que nous sommes conscients, nous sommes témoins et nous sommes actifs et nous n'accepterons pas, nous n'accepterons plus les injustices dont ont été trop victimes un certain nombre de communautés. Je pense à la communauté musulmane et je pense également au traitement des migrants. Je pense également au traitement des minorités roms. Et je dis que c'est inacceptable et que c'est une honte pour la France qu'aujourd'hui, dans un pays qui se prétend respecter les droits de l'homme et qui est le premier à travers le monde à donner des leçons de respect des libertés, de respect des droits de l'homme, eh bien d'être incapable de les respecter sur son propre sol. Le deuxième message est à adresser à la société dans son ensemble. Et ce message, il est double.
Elle a un message de détermination et un message d'espoir. Un message de détermination d'abord, parce que jamais nous ne devons céder face à l'injustice. Et puis le deuxième point important, c'est celui de l'espoir. Parce qu'on ne peut pas accepter cette situation de frustration. On ne peut pas se dire que ça ne sert à rien. On ne peut pas céder au défaitisme et à tous ceux qui voudraient qu'on abandonne cette lutte pour un principe simple, un principe qui dépasse nos différences, un principe qui dépasse nos appartenances. Ça s'appelle la justice. Merci.